Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Auditeurs africaines, africains, bonjour, bienvenue dans votre émission Santé Magafrique. Plus de 43 millions de personnes déplacées à l'intérieur du continent africain. Ce chiffre, révélé en avril 2025 par l'Observatoire des situations de déplacement interne, IDMC, n'est pas qu'un nombre. Ce sont des familles arrachées à leurs terres, installées dans des camps improvisés, souvent sans accès à l'eau, à l'hygiène ou aux soins. En mars dernier, encore plus de 500 000 personnes ont été forcées de fuir leur village dans la région soudanaise du Darfour, où le conflit s'aggrave, même constat au nord du Mali, dans l'est de la RDC ou encore dans le corridor entre le Tchad et le Cameroun. Dans ces zones de crise, les maladies infectieuses prolifèrent et les systèmes de santé vacillent. Aujourd'hui, à Santé Magafrique, nous posons une question cruciale. Comment préserver la santé publique dans les contextes d'exil prolongé? Pour y répondre, notre invité, le docteur Ilyas Hamouk, infectiologue et spécialiste des réponses sanitaires en situation d'urgence humanitaire. Bonjour docteur. Bonjour Samba. Comment va la santé docteur? Ça va, merci. Et toi? Merci docteur, ça va. On commence notre entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Donc on commence avec cet aperçu de terrain. Vous revenez récemment d'une... vous aviez déjà visité des camps de déplacés dans des pays africains et vous travaillez dans le sud algérien de Tamanrasset. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé en matière de santé publique dans ce contexte, docteur? Alors, ce qui m'a interpellé le plus, c'est que ce phénomène migratoire a tendance à exploser ces dernières années. Bien sûr que c'est un phénomène qui date de milliers d'années. Il ne faut pas voir d'un mauvais œil le phénomène migratoire, parce que c'est un phénomène qui peut être enrichissant, Exactement. que ce soit pour les pays européens, américains, ou même africains entre nous. Il y a une richesse économique qu'apportent les migrants, des richesses culturelles. Moi, je vis à l'extrême sud de l'Algérie, donc près des frontières du Niger et du Mali. Et on a la chance, je dis bien la chance, d'avoir des migrants qui nous apportent une main-d'œuvre, une richesse culturelle, une richesse gastronomique. Excusez-moi. Donc, c'est un phénomène millénaire et ça ne concerne pas que les pays soi-disant pauvres ou en pays en voie de développement. Je vous donne une statistique. La première communauté migrante au Canada, c'est la communauté française. C'est pas la communauté maghrébine ou subsaharienne ou haïtienne, c'est la communauté française. Donc, migration, ça veut pas dire que je viens d'un pays pauvre ou je viens d'un pays où il y a des troubles militaires ou politiques. Malheureusement, ces dernières années, il y a eu une amplification importante de ce phénomène migratoire, surtout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité très importante qui dure depuis une quinzaine d'années au niveau du Sahel. C'est pas à nous de juger. Nous faisons une émission de santé, une émission de service public, mais malheureusement, tout est lié à ces troubles géopolitiques de la région, ce qui fait amplifier ce phénomène migratoire. Là, on voit beaucoup de migrants qui se déplacent en Afrique du Nord, qui se déplacent en Europe ou ailleurs. Et malheureusement, avec les changements climatiques qui commencent à être de plus en plus importants, ce phénomène aussi est amplifié, ce qu'on appelle des migrations climatiques. Et malheureusement, quand le phénomène est très important, il y a toujours des répercussions sanitaires, que ce soit sur les migrants eux-mêmes, que ce soit sur les pays qui reçoivent ces migrants. Exactement. Et voilà, la migration, comme vous dites, docteur, n'est pas que négative, elle est très souvent positive. Mais là, aujourd'hui, dans notre émission, on veut un petit peu nous concentrer sur tout ce qui est lié aux maladies et migration, c'est-à-dire le lien entre ces deux-là. Et déjà, depuis un an, plusieurs flambées de choléra ont frappé des zones de transit au Sahel et dans les Grands Lacs. Maintenant, docteur, à quel point ces foyers sont-ils liés aux conditions, justement, de déplacement prolongé? Alors, quand il y a déplacement, c'est qu'il y a une instabilité. Souvent, oui. oui. Et s'il y a une instabilité, c'est que l'accès aux soins est très difficile. Parce que le migrant,
son but, c'est d'arriver à son objectif. Donc, pendant le trajet, il connaît pas, c'est-à-dire là où il y a accès à la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à une bonne alimentation. Les migrants en général, contrairement à ce qu'on dit, les migrants en général sont en bonne santé. Parce que en général, c'est des jeunes, donc ils sont en bonne santé. Mais plus le périple est long, plus les conditions de transport sont difficiles. Vous savez, l'un des parcours les plus difficiles, c'est le passage du Grand Sahara. Et le Grand Sahara, c'est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus aride au monde, avec des températures élevées, avec l'eau qui est très rare. Malheureusement, il y a beaucoup de migrants qui perdent leur vie lors de leur transition. Exactement. Et même s'ils restent vivants, il n'y a pas d'accès à l'eau. Ils sont déshydratés, ils sont malades, n'importe quelle eau, vulnérables. Voilà, et là, on aura le choléra, on aura la fièvre typhoïde, on aura la bilharziose, etc. Et puis, même s'ils tombent malades, en parenthèse, des maladies que tout le monde connaît, comme l'hypertension, le diabète, des cancers, etc., qui n'ont aucune relation avec l'Afrique et aucune relation avec la migration, parce que c'est des personnes comme les autres, malheureusement, ils n'ont pas accès aux soins de santé primaires, voire des soins plus complexes, comme des scanners, comme la chimiothérapie, comme des médicaments lourds, etc. Donc c'est pour ça que le migrant est une personne très vulnérable sur le plan humain et sur le plan santé, surtout lorsqu'il fuit. C'est ce qu'on appelle les déplacements de force. Il faut faire la différence entre un migrant qui quitte son foyer pour un avenir meilleur sur le plan économique et entre des familles et des familles qui sont déplacées pour cause de guerre. D'accord. Et là, elles sont encore plus vulnérables. Vrai, on voit ça sur le continent africain, exactement. Mais on voit ça ailleurs. C'est ce qui se passe à Gaza, où des familles et des familles sont déplacées de force et qui vivent des conditions de santé abominables. D'accord. Nous avions fait un aperçu de terrain déjà. Merci docteur pour cet éclairage. Maintenant, nous allons parler des infrastructures et accès aux soins. Donc, l'installation de points de santé dans les camps reste un défi. À quoi ressemblent sinon réellement ces structures et que peuvent-elles offrir face à l'urgence infectieuse, docteur? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet à domicile. Quand une zone connaît la guerre, connaît des conflits politiques, alors déjà une partie du budget de la santé est détournée vers des causes, c'est-à-dire acheter des armes, avoir une meilleure sécurité, etc. C'est pour ça les pays dans le monde les plus forts en matière de santé sont les pays qui ont une stabilité politique. Parce qu'ils peuvent se permettre de renforcer le budget santé. Dans les pays africains qui connaissent des troubles politiques, malheureusement, le budget de santé est amputé, détourné pour acheter des armes, pour bâtir des casernes, pour bâtir... Donc, tu vois que la santé en pâtit. Deuxièmement, il y a des pays, et je reste toujours dans le côté de domicile, il y a des pays qui s'appuient beaucoup sur les ONG, les organisations non gouvernementales. Par exemple, Médecins sans frontières, l'UNICEF, l'OIM, etc., qui apportent une aide logistique et une aide de santé, par exemple, sensibiliser, vacciner. On voit ça au nord du Niger, au nord du Mali. Il y a pratiquement plus d'activités des ONG. Et malheureusement, après, il y a des répercussions sanitaires. Les gens sont moins vaccinés, sont moins sensibilisés. Et parfois, ils fuient juste pour se faire traiter, pour se faire soigner. Donc ça, c'est le côté domicile. Sur le côté extérieur, c'est-à-dire une fois le migrant a quitté sa région, a quitté son pays, il va dans un autre pays, déjà, il a peur de se faire soigner parce qu'il a peur d'être attrapé et expulsé. Parce qu'il n'a pas de papier. Donc, il a peur de voir le médecin pour se faire soigner. Et puis, parfois, c'est une méconnaissance. Il ne connaît pas, il vient dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, il ne sait pas où se faire soigner, il ne connaît pas les structures de santé, il ne sait pas est-ce que c'est gratuit, est-ce que ça coûte de l'argent. Lui, en général, il manque d'argent. Donc, tu vois que même dans sa région, il souffre sur le plan sanitaire, et en migrant, il souffre sur le plan sanitaire. Et là, je parle de jeunes personnes. Alors, vous imaginez des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques.
Mais quand même, docteur, est-ce qu'il y a des modèles qui inspirent confiance quand on parle, par exemple, du côté des institutions africaines ou des partenaires internationaux? Est-ce qu'il y a des efforts qui se dégagent sur le terrain? Est-ce qu'il y a des modèles qui inspirent justement confiance? Bien sûr, quand il s'agit des Nations Unies, vous savez, la carte de réfugiés, il faut faire la différence entre migrants et réfugiés. Migrant, il peut être un migrant légal, donc c'est une personne qui est venue avec un visa, dont les papiers sont en règle, et des migrants illégaux, soit ils sont venus avec un visa et ça a expiré, soit ils sont venus sans visa. Et puis il y a les réfugiés qui ont une carte de réfugiés officielle, qui est délivrée par les Nations Unies. Et ça, c'est des structures de confiance. Maintenant, il y a tout ce qui est société civile. Il y a beaucoup d'associations qui sont à l'aide des migrants, qui vont les loger, qui vont les nourrir, assurer des trucs de santé, et les aider pour avoir au moins un statut officiel. Mais ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple, je parle de l'Algérie, là où je travaille. L'Algérie, les soins de santé sont gratuits et universels. C'est-à-dire un migrant, qu'il soit légal ou illégal, s'il a le VIH, il a son traitement gratuitement. S'il fait une appendicite, il est opéré gratuitement. S'il fait un cancer, il a des soins de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie gratuitement. C'est une ligne de l'État, soins universels et gratuits. Par contre, il y a d'autres pays où tu dois avoir une carte vitale, où tu dois payer en cash. Donc le phénomène est très complexe. Ça dépend des pays, ça dépend des structures de la société civile. C'est pour ça que le plus souvent des cas, le migrant il est dans une situation, c'est-à-dire d'inconnu total, où il ne sait pas où il met les pieds. Et c'est là, il se néglige. Voilà, il va se négliger sur le plan santé. Il ne va consulter que s'il est dans un état très grave. C'est de là que vient le mot réfugié. On fuit quelque chose pour trouver quelque chose de mieux. Si on parle de surveillance et riposte sanitaire, donc il y a les pathogènes respiratoires, docteur, les maladies diarrhéiques ou vectorielles ne laissent que peu de répit. Donc, à quels signaux faut-il rester le plus vigilant selon vous? Alors, il faut bien sûr qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses dont le réservoir, c'est l'être humain. Donc, et on a peur, dans les pays qui reçoivent les migrants, on a plus peur des maladies transmissibles. C'est ça, exactement. Pourquoi? Parce que l'homme est réservoir de beaucoup de maladies, comme le paludisme, comme l'Ebola. On a peur de choper. Voilà, on a peur de transmettre ça. Bien sûr qu'il y a des pays qui sont plus ou moins couverts par la vaccination. Les pays nord-africains, les pays européens, ils ont un bon taux de vaccination qui dépasse les 90%, donc on n'a pas peur de la diphtérie, de la rougeole, du tétanos, de la coqueluche, de la polio, parce qu'on est vacciné. On reçoit surtout des patients migrants qui n'ont jamais été vaccinés, qui sont malades. On les traite, mais on n'a pas peur parce qu'on est vacciné. Mais par contre, il y a des maladies où on n'est pas vacciné, on n'a pas d'immunité, comme le paludisme. Et là, le problème est autre. Il faut avoir à la fois le malade et l'anophèle, c'est-à-dire le moustique. Mais si on a un cas d'Ebola, l'Ebola est une maladie très dangereuse, très grave. Et là, les pays qui reçoivent des migrants ont tendance à stigmatiser, malheureusement, et avoir peur des migrants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de maladie. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement une stigmatisation, même dans les pays développés. En France, par exemple, on dit les pathologies du migrant. C'est un peu stigmatisant parce que les pathologies chez un Maghrébin ne sont pas les mêmes que les pathologies chez un subsaharien ou que les pathologies chez une personne qui vient de l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un peu stigmatisant. Mais ça exprime la peur de ces pays, de ces pathologies qu'on ne connaît pas et qui viennent souvent avec des migrants. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Même un Européen, quand il débarque en Afrique, il peut ramener des maladies que les Africains ne connaissent pas. C'est ça. Mais malheureusement, le sens de migration
à 99%, il est du côté africain. Vers Europe. Voilà. Sinon, le travail de détection rapide semble aussi essentiel, docteur. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce cas-là. Donc, est-ce que les outils de surveillance, selon vous, est-ce que vous voyez que les outils de surveillance sont à la hauteur des besoins dans ces zones en mouvement permanent? Pas vraiment. Pourquoi, parce que, vous savez, il y a, quand on voyage vers des pays très développés, ils ont des moyens de diagnostic, ils ont des moyens d'alerte sanitaire. Mais parfois, il y a des migrations d'un pays en développement vers un autre pays en développement. Et là, il y a le problème parce que il y a des maladies qu'on connaît très peu et on n'a pas assez d'informations. Quand quelqu'un du Cameroun qui vient en Tunisie, la Tunisie n'a pas un système de veille qui est performant au-delà de ses frontières. Donc, c'est pas comme un Camerounais qui va en France. La France, elle a beaucoup plus de moyens. Donc, vous voyez, c'est un phénomène qui est très, très, très complexe. Ça dépend. Il y a des centaines de maladies qui sont différentes d'une région du globe à une autre région. Et c'est ce qui fait un peu le charme, mais aussi le danger de la variété des êtres humains. Mais il faut toujours penser à un migrant comme quelqu'un de vulnérable plus que comme un danger. C'est vrai. Parce qu'il va pas migrer pour le plaisir. Il va surtout migrer pour fuir une situation. Pour se réfugier, tout simplement. Parce qu'on parle là beaucoup plus de réfugiés. Mais il ne faut pas oublier que un migrant peut être un danger sanitaire pour un pays, comme un touriste. Un touriste aussi. Exactement. Il peut être un danger sanitaire pour un autre pays. Sauf que le touriste, il ramène de l'argent. C'est pour ça qu'il est mieux toléré. Mais le système de veille doit être le même pour un touriste comme pour un migrant. Exactement, le système de prévention. Donc, et dans un contexte où la peur, la fatigue et parfois la défiance règnent, comment instaurer maintenant une culture de prévention sanitaire dans les camps, docteur? Alors, c'est un peu délicat, mais il faut que ça soit... bien sûr qu'il faut des contrôles sanitaires. C'est normal. C'est une personne qui vient d'une autre région, qui peut constituer un danger, mais il faut que ce soit dans des conditions d'humanisme. Il ne faut pas parler de pathologie du migrant. Je pense que c'est stigmatisant. C'est vrai. Il faut juste faire une consultation médicale, poser des questions. Maintenant, si on a besoin de faire des analyses, on fait des analyses. Si on n'a pas besoin, c'est pas la peine de stigmatiser la personne, de la considérer, c'est-à-dire de surestimer le danger, de mettre des gants quand il ne faut pas, de mettre des masques chirurgicaux quand c'est pas nécessaire. Donc c'est surtout dans le comportement. C'est normal de faire des contrôles médicaux, d'interroger les patients, surtout quand ils viennent de zones d'endémie. Je te donne un exemple, comme ça. S'il y a une épidémie de choléra au Congo, si j'ai un ressortissant qui vient du Congo, c'est normal de poser des questions en pensant au choléra ou faire un test sur le choléra. C'est normal. Mais il faut que les conditions, il faut qu'il y ait un respect. Il faut qu'il y ait des conditions humaines de traitement de ces personnes. C'est tout. D'accord, docteur, vous dites que parler des pathologies du migrant peut être stigmatisant, donc il faut le dire. Donc moi je suis d'accord avec ça. Donc j'aimerais souligner cela, réduire les personnes migrantes à leur état de santé ou au risque infectieux qu'elles pourraient représenter. Pour moi c'est oublier l'essentiel. Ce sont d'abord des êtres humains avec des histoires, des compétences, des espoirs. C'est aussi invisibiliser les contextes de violence, d'errance, de précarité dans lesquels ces pathologies émergent. Donc en focalisant le discours sur les maladies, on crée un glissement dangereux, celui qui fait du migrant un porteur de menaces, au lieu de le voir comme une victime des conditions inhumaines, souvent aggravées par l'exclusion et le manque d'accès aux soins. Malheureusement, dans notre émission aujourd'hui, on s'explique beaucoup plus sur les maladies qui viennent et qui... il existe aussi... une tension entre, si je sors un petit peu de ce contexte, il existe aussi, ou parfois une tension entre médecine humanitaire et culture locale. Maintenant, quelles approches, docteur, privilégier pour que les messages de santé soient entendus et appliqués? Ah oui, ça c'est une très belle question. Comment t'expliquer? Il faudrait passer d'une sensibilisation, d'une prévention aux migrants, passer à une sensibilisation avec des migrants. C'est ça. C'est exactement ça. Vous savez qu'il y a des migrants qui ont 3 jours, il y a des migrants qui ont 2 ans, il y a des migrants qui ont 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont là
et ils constituent plus de danger. Ils ont leur place, ils ont leurs coutumes, les autorités leur font confiance, même quand il y a un nouvel arrivant de son pays, il sait communiquer avec lui. Donc, ce qu'on appelle des personnes ressources. Et il faudrait travailler avec ces personnes-là. Je te donne un exemple. Malheureusement, le VIH-Sida constitue à faire des ravages en Afrique subsaharienne, où malheureusement, plus de 90% des nouveaux cas sont en Afrique. Et moi, personnellement, je dirige un centre de référence VIH-Sida où un tiers de mes patients sont des migrants de 13 nationalités. Et parfois, quand ils viennent, ils ont peur de consulter parce qu'ils ont peur de se faire attraper, de se faire expulser. Ils ne savent pas que les médicaments sont gratuits, les analyses sont gratuites, les consultations sont gratuites. Donc, ce qu'on fait au sein d'une petite association à Tamanrasset qu'on appelle la main tendue, c'est de partir voir les personnes ressources. C'est des chefs de communauté ici et de leur dire on aimerait bien avoir une séance de dialogue avec vous, c'est-à-dire un rendez-vous où vous nous ramenez beaucoup de ressortissants et on va leur expliquer, on va les informer. C'est comme ça qu'ils ont confiance. C'est pas en allant d'une personne à une autre. Et là, on se donne rendez-vous. Il y a le chef de la communauté. Il y a plusieurs ressortissants. Il peut faire la traduction, par exemple. Parce que même si moi, je peux parler en français, en anglais ou en touareg, il y a des lusophones, donc des personnes qui parlent portugais, ou bien des personnes qui parlent des langues africaines, hein, du Wolof, du Swahili, du Bambara, quelque chose que Hausa, je ne maîtrise pas Bambara, du tout. Voilà, il y a des milliers de langages africains, et ces personnes-là vont faire la traduction exacte, juste, et même faire de la sensibilisation. Il ne faut pas avoir de rapport sexuel non protégé. Si on est atteint séropositif, une femme, elle peut prendre un traitement pour que son bébé ne soit pas contaminé. Il y a des petites astuces comme ça. Donc, mais on fait de la prévention avec les migrants, pas envers les migrants. Justement, docteur, quand vous parlez de sensibilisation, là, vous touchez un point important parce que si on fait un regard vers l'Afrique, vous avez travaillé sur plusieurs crises en Afrique. Vous avez une longue carrière. Donc, y a-t-il, selon vous, une prise de conscience continentale autour de la santé des déplacés ou est-ce que ce sujet reste-t-il en marge des priorités? Non, malheureusement, tant qu'il y a une instabilité politique et militaire, la priorité, c'est pas la santé. Ah oui. La priorité, c'est le territoire, c'est la survie. On a vu ça au Soudan, on a vu ça dans les pays du Sahel. Dès qu'il y a la guerre, dès qu'il y a une instabilité politique, la santé n'est plus une priorité. Quand il y a la paix, il y a la stabilité politique, c'est là où la santé devient très importante. On voit ça au Rwanda, par exemple. C'est l'un des plus beaux exemples de l'histoire. Le Rwanda, il y a 30 ans pile, il y avait une guerre civile avec des dizaines de milliers de décès de victimes. 30 ans après, le Rwanda, c'est un pays qui se développe rapidement, c'est un pays stable politiquement, qui donne, et j'ai rencontré des médecins rwandais qui ont c'est un pays subsaharien, tropical, qui a des maladies tropicales négligées, où on commence à avoir des résultats extraordinaires. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité politique. Et après ça, la santé est très importante. On va donner du budget, on va donner de l'importance. Donc c'est ça le message que je veux donner. Il faut qu'il y ait une stabilité politique en premier. C'est ça. Pour avoir. C'est toujours lié avec la politique, en vérité. C'est toujours lié avec la politique. Toujours. Parce que le pays, toujours, il se penche vers sa politique, il se penche vers ses problèmes politiques, et c'est à partir de, comme vous venez de dire, c'est à partir de là, docteur, qu'il commence à voir qu'il y a la santé qui a été négligée après avoir résolu tous ces problèmes politiques. Mais ça, si tu permets, Samar, c'est pas qu'en Afrique. C'est partout dans le monde. Après, je n'ai pas du tout cité. Après la chute du régime soviétique, au début des années 90, dans les ex-États soviétiques, il y a eu une réapparition de la diphtérie, de la rougeole. Exactement. Il y a eu des problèmes de santé parce que il y avait une chute
du régime, donc réapparition des problèmes politiques, Exactement. des problèmes de pauvreté, etc. Et c'est là où ça réémerge après avoir eu une stabilité politique, même en Algérie, mon pays, dans les années 90, vu les problèmes politiques qu'on a connus, il y a eu un relâchement sur beaucoup de maladies, c'est-à-dire le système de veille, la vaccination. Il y a eu quand même des problèmes, mais heureusement que depuis une vingtaine d'années, après avoir eu une stabilité politique, l'Algérie a repris sa place de leader sur le plan de la santé et on commence à avoir de beaux résultats. Donc on a tellement d'exemples, docteur, hein, donc vous venez Oui. de me tendre la perche. On a tellement d'exemples. On a le Venezuela, donc avec une crise politique et économique Exact. depuis 2015. Le système de santé s'est effondré, les hôpitaux sans médicaments, médecins en exil. Donc il y a eu un retour de maladies vectorielles comme la malaria, qui a réapparu massivement, ainsi que Exact. des cas de diphtérie, de rougeole. On a aussi le Yémen, on a la Syrie, on a l'Ukraine, avec le conflit avec la Russie, qui a Exact, perturbé le système de Palestine, santé. même la Chine. Hein. La Chine, au Exactement. début des années 60, il y avait une grande sécheresse, il y avait une grande famine en Chine qui a fait des millions de décès, des problèmes de santé. Et on parle de Chine qui est actuellement la deuxième puissance mondiale économique et l'une des plus grandes puissances de santé, qui a pu éliminer des maladies comme le paludisme, par exemple. Donc vous voyez, n'importe quel pays peut être victime de problèmes de santé en cas d'instabilité politique. Ah et oui. n'importe quel pays peut se relever en cas de stabilité politique. Exactement. Il ne faut pas oublier que la Chine, l'exemple de la Chine est très pertinent. Donc en fin 2019, donc il y a eu les premiers cas de Covid-19 détectés à Wuhan. Donc c'était à Wuhan. Donc les autorités ont tardé à alerter l'OMS et à informer la population. Ce qui a un petit peu retardé l'affaire, qui a réduit au silence. L'Union africaine a parlé cette année d'un plan humanitaire africain. Quels seraient à vos yeux les piliers indispensables pour intégrer efficacement la santé infectieuse des déplacés à cette stratégie? Rapidement, docteur, il nous reste qu'une minute. Premièrement, jouer sur la vaccination. Ça, c'est l'élément le plus important. D'accord. Et j'ai assisté à une rencontre de l'Africa CDC pour permettre déjà de fabriquer des vaccins en Afrique et de consommer des vaccins africains, parce que c'est la meilleure de la prévention. La meilleure des préventions, c'est la vaccination. Si on vaccine les migrants, les personnes stables, on peut éliminer beaucoup de maladies. Ça, c'est l'élément le plus important. Et deuxièmement, malheureusement, l'Union africaine a un rôle politique à jouer, c'est d'apaiser tous les problèmes, soit entre pays, soit dans le même pays. Il faudrait que l'Union africaine joue un rôle avant les instances internationales. Il faut qu'on règle nos problèmes entre nous, en premier, avoir une stabilité. Et quand on aura une stabilité, tout va rentrer dans l'ordre sur le plan sanitaire. C'est ça, des solutions africaines aux problèmes africains. On ne fuit pas seulement la guerre, on fuit aussi la maladie, le silence, l'oubli. Pourtant, ces millions d'Africains déplacés n'ont pas quitté le continent. Ils en sont encore le cœur battant, même loin de leur foyer. Merci, docteur Ilyes Hamouk. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Merci pour ce regard essentiel. À Santé Magafrique, nous continuerons à porter ces voix parce que la santé ne devrait jamais être une victime collatérale des crises. Rendez-vous dans notre prochaine édition, prochaine semaine.